c'est parti. Je vais couper la vidéo aussi pour sauver un peu de bande passante. Euh, et ça, c'est dans... Faut jongler pas mal de fenêtres, hein. OK. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une présentation à 9 heures. Bah là, ça va pas aller parce qu'on a cours sur Mulan. Il y a des workshops aussi où c'est vraiment on peut suivre en pratique avec un petit démo. Comment trouver des idées. Euh, une présentation sur le dernier Disney, The One and Only Ivan. Un workshop sur Substance Painter. Ça peut être intéressant aussi. Il faut visiter, regarder un petit peu aussi quelles personnes présentent pour avoir une idée de leur background. Ici, il y a sur ZBrush, comment faire du hard surface modeling. Si on jette un coup d'œil sur Escape Studio, c'est un studio à Londres qui font du travail en 3D, mais aussi ils donnent des cours euh, spécialisés. C'est vraiment poussé. Présentation sur un studio jeu vidéo en Italie. Toutes les présentations sont en anglais, hein, par contre. Ne- non, ici c'est en Italie et je crois que l'italien de la plupart des gens c'est minuscule. Faut avoir fait du latin pour pouvoir suivre un peu. Bon voilà, j'étais un coup d'œil, c'est vraiment un programme complet. Et par exemple, Tom Moore, il présente en fin de soirée, 10h30, euh, ensemble avec d'autres présentateurs de la journée. Voilà, ça c'est le premier lien. Et il y avait un deuxième que je voulais. Alors la matière qu'on voit ensemble en classe, elle est importante, mais tout aussi important, c'est de se nourrir d'autres sources, hein. C'est de s'inspirer, voir le parcours de certaines personnes, comment ça se passe vraiment quand on a un boulot comme character designer. Tout ça complète l'information. Voilà, je vous mets le... Ici, on prend un petit peu une avance parce que... Je vais laisser d'ici. Ça, c'est le pub, hein. OK. Voilà, ça, c'est une vidéo de I Am a Designer, il s'appelle. Bon, il s'appelle comme ça, lui-même. Et c'est un spécialiste plutôt Illustrator et animation 2D. Et ici, il parcourt un petit peu ce qu'il lui il considère les 10 principes pour faire un personnage, un character design. Et c'est un petit peu ce que nous on fait, sauf que avec nos cours, on va y rajouter la troisième dimension. Mais vous allez voir, il y a pas mal de principes qui vont revenir, hein. Euh, Par exemple, lui, il donne comme premier principe l'histoire. Et avec l'histoire, c'est un petit peu le monde d'où sort le personnage. Et ça peut être un monde que vous connaissez parce que vous l'aimez bien, de quelqu'un d'autre et dont vous vous inspirez. Mais ça peut être aussi votre propre imagination. Et c'est un petit peu... Avec l'histoire, il faut en sous-entendre que c'est un peu l'univers qui entoure ce personnage et qui va nourrir sa forme et ce comportement. C'est une partie intéressante. Nous, on saute ça un petit peu euh, parce que c'est un cours à part entier, pas vraiment lié à un projet.
Deuxième, c'est les formes et les lignes. Ici, il met en valeur les lignes parce que c'est vraiment du 2D où le dessin va être important. Chez nous, c'est un peu plus important, mais les formes, c'est tout à fait la même chose en 2D qu'en 3D. Et c'est bien parce que chaque fois, il va illustrer ça avec le travail d'autres personnes, pas juste son propre travail. Et ça montre un petit peu aussi le goût de chacun. Et c'est un petit peu le but aussi que vous allez y rajouter votre touche à vous d'une façon organique. Ici, ça vous allez reconnaître. C'est l'exercice sur la silhouette qu'on a fait ensemble. Les proportions et l'exagération, on va voir ça soit aujourd'hui ou soit la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Parce que normalement, il y a un cours technique que je veux donner aujourd'hui, mais c'est peut-être un peu trop tôt. On verra bien. Mais ça, c'est un principe très important. Alors, le vidéo, il prend 1 heure, mais normalement, moi, je mets ça en vitesse 1,5 ou 2 pour sauver un peu de temps. Et on peut quand même encore bien suivre tout ce qu'il dit. Et vous allez voir que ça donne un beau survol des 10 principes euh, du character design. Et vous allez voir que c'est légèrement différent de ce qu'on donne en classe. Et chacun va changer un petit peu la priorité des principes aussi. Voilà, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Ok, on va faire la partie admin. Vite fait, bien fait. Et je prends la liste. Ok, Paul. Est-ce qu'il est là? Ouais. Je mets l'heure. Mais non, c'est pas juste ça. C'était le 13. Le 20. Non, ça c'était le 13. Et ça c'était le... Ok. Philippe? Oui, je te vois. Thibaut. Il y a beaucoup de Thibaut. Hein. Thibaut Vitali? Non. Florian? Michel Thibaut? Bonjour. Raphaël? Étienne? Non. Grégoire? William? Ouais. S'il faut choisir, on choisit William. Geoffrey? Non. Vous l'avez déjà vu en classe, Geoffrey? Non. Giovanni? Non. Alexandra? Bonjour. Nisrine? Ouais, parfait. Tom Thibault, j'ai vu, je crois. Ouais. Sarah? Je n'ai vu que la... Ah non, elle était là au début. Herman? Ouais. Ah oui, désolé. Tu, tu fais ça à chaque cours, non? J'avais juste la dernière fois. Ok, on va y arriver. Quentin? Sinan? Non. Timothée? Oui. Lucas? Lucas? Non. Et Dalila? Elle est là. Donc, bonjour.
Ok, voilà. Euh, Prochaine étape, on va regarder sur Sketchfab et faire un petit tour. Tout le monde arrive à se connecter et à mettre en ligne, ça devient... Oui, hein. Tu regardes ça sous Safari, tu es sur un Mac, c'est ça? Ah, ok. Normalement, Sketchfab, ils testent vraiment à fond que ça fonctionne sur la majorité des browsers, hein. Ça doit vraiment être un petit problème de setting. Au pire, réinstaller Chrome, hein. Ça prend 2 minutes. Parce que, bon, j'ai jamais eu ça comme problème. Ok, regardons les modèles. Il y en a quelques-uns qu'il faut publier, hein. Par exemple, je vois Lucas, ton modèle il est là, mais il faut le publier, hein. On peut peut-être déjà jeter un coup d'œil. Ah, c'est la silhouette, je crois. Ok. Alexandra, elle est bien là. Bah, ça donne déjà bien, hein. Tout ça, ça t'a fait avec le brush ou t'as utilisé... Vous pouvez aussi utiliser les autres brushes, hein. Par exemple, celui que je vous ai passé, ça c'est celui de Shane Olson qui fonctionne super bien. Ouais. Ouais, par exemple, si je prends... bon, pour vitesse, je vais prendre le sphère de base. Et celui qu'on a vu ensemble, c'est bien le IMM 3DCW blablabla. Bla, bla, bla. Et là, vous avez toutes ces formes-là. Il y a une cube, c'est bien vrai, mais il y a quand même quelques formes géométriques qui manquent, hein. Par exemple, si vous voulez travailler avec des triangles, on pourrait utiliser l'appendage et après, euh, pas lisser, mais rendre plus planaire. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser les autres IMM brush. Par exemple, si vous jetez un coup d'œil sur la palette, vous allez voir qu'il y en a deux IMM primitive et IMM primitive H. La seule différence, c'est que le H, c'est des demi. C'est des demi-sphères, demi-cubes. Sinon, ils sont identiques. Et là, si vous poussez M, vous allez voir que vous avez plus de formes. Et si jamais vous voulez rajouter on peut prendre un cône, par exemple. Faire, il faut faire Make Polymesh parce que c'est un primitif, c'est paramétrique au départ. Et après, vous pouvez faire Brush. C'est déjà un peu poussé, hein, mais euh, B, on peut faire Create Insert Mesh et on peut le rajouter au brush qu'on a sélectionné pour l'instant. Alors si je fais Append,
vous allez voir que maintenant le cône s'est rajouté aux autres formes. Alors vous pouvez aller piocher d'autres formes si vous en avez besoin. Juste pour être complet. Alors la seule chose à peut-être retravailler, c'est la pose. Et ça donne l'opportunité de parler un petit peu de l'histoire dont on parle dans le petit vidéo que je vous ai montré. Alors pour savoir quelle pose qu'elle a, il faut avoir réfléchi un petit peu à l'histoire ou la situation dans laquelle le personnage se trouve. Alors par exemple là, Alexandra, tu avais en tête qu'elle se préparait pour un combat ou elle venait juste de finir ou d'achever l'ennemi ou... Bah, bah un peu... un bah, ça a un petit côté de ça. Je trouve qu'elle pourrait être euh, plus dynamique. Et ça, ça c'est juste pour avoir une petite mini-histoire derrière. Par exemple, si vous dites elle vient juste d'achever un dragon, ben, elle aurait une pose un peu différente de celle-ci, tu vois. Achever, achever. Oui, c'est la acheter. Là, là, ça serait plutôt dans un caddie. Alors, tu mets le dragon dans le caddie. C'est ça. Au-delà, ça risque d'être un peu cher, hein. Mais j'allais vite regarder female. Et si vous dites, oh, je suis vraiment à court d'idées, bah, tu peux aller voler la pause, hein. Voilà, c'est plutôt du combat aérien, je dirais. J'ai l'impression qu'elle se bat plus sur sol. Mais par exemple, cette pose-là, ça peut être très intéressant. Et c'est aussi un bon exercice pour s'entraîner à sélectionner, grouper, masquer, rotationner. Ouais. Mais sinon, le but de l'exercice, c'est déjà fait, hein. Mais tu peux encore aller plus loin, je crois. Joanie, elle n'est pas là. Alors, on peut presque dire ce qu'on veut là, hein. Si vous avez un retour, on va lui écrire un petit mot, hein. Parce qu'il n'y a pas d'amateur, je démarre. Ben moi, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Tu vois, cette forme sur la tête. Le sort de croissant qui sort de sa tête. Ben, on a ça aussi, ici, un peu comme une abeille pour la queue. Et ça revient un petit peu dans toutes les formes. Alors, j'aime bien ce qu'elle a fait avec ça. Maintenant, ça manque peut-être un peu de contraste, dans le sens que il faudrait introduire une deuxième forme. Parce que, où il faut encore souligner, ou jouer plus sur les proportions. Et autre chose, moi, ça m'embête un petit peu que les bras et les jambes sont en une pièce. Ça donne un côté mécanique qui colle pas au reste. Je crois que juste en cassant les coudes et les genoux, ça peut déjà bien fonctionner. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, et vous l'imaginez comme quel genre de créature? Est-ce qu'on peut en deviner un peu? Ouais, ça peut être. Mais si c'était dinosaure, à ce moment-là, là aussi on rentre un petit peu dans l'histoire derrière le perso, hein. Je répéterai un petit peu des cornes sur le dos, tu vois. J'en profiterai de répéter cette forme qui est au-dessus, tout au long de la silhouette du dos. Ça créera une silhouette plus forte et ça soulignerait le langage qui est déjà en place.
Voilà, on va essayer de résumer ça. Euh, alors, je vais essayer de mettre en français. Bonne utilisation de formes géométriques comme la forme croissant sur la tête et la queue. Tu peux encore l'améliorer en rajoutant des coudes Voilà, n'hésitez pas non plus de laisser des commentaires aussi, hein. Quand vous mettez votre modèle en ligne, prenez 10-15 minutes pour regarder ce que les autres ont fait. Laissez un petit retour. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ah, ça c'est... Ça c'est l'autre classe, mais bon voilà, j'avais envie de jeter un coup d'œil. C'est un beau résultat. J'aime bien comme il fait une petite mise en scène chaque fois. Giovanni, vous le reconnaissez? C'est un jeu vidéo ou... Ok, ok, d'accord. Bah, j'aime bien les détails qu'elle a mis et surtout de devant. Par exemple, le petit nœud, les petits symboles, même la tête. Tout ça, j'aime bien. Mais c'est un petit peu trop plat, tu vois. On sent vraiment que la majorité du travail a été fait que de ce vue-là et elle n'a pas assez tourné autour. Alors, tant que c'est une image fixe, ça fonctionne. Mais si jamais c'est un personnage animé, on va sentir qu'il a pas mis autant de travail dans le reste du corps. Ok. Euh, silhouette. Mais je crois que peut-être rajouter les yeux en blanc, juste pour avoir un endroit pour regarder, euh, pour se focaliser. Parce que... Hmm, ouais, je mettrais déjà le blanc des yeux. Ça aiderait. Et... Ok.
Et peut-être la pose aussi, hein. Par exemple, quand je regarde les poses avec ses bras un peu ondulés, ça c'est quelque chose que tu pourrais faire, hein, ici, pour casser un petit peu la symétrie. Sinon, la pose, elle est bonne, hein, mais s'il y a une pose qui est plus spécifique pour lui, mhm. Ouais, bah faut mettre ça, faut incorporer ça dedans alors, hein. Et ce qui peut être un bon exercice aussi, c'est de faire euh, plusieurs poses et de les mettre côte à côte. Et comme ça, on a une idée globale. Alors, si vous voulez, par exemple, là, le but de l'exercice est accompli, mais si vous dites, j'ai envie de faire deux, trois poses différents, euh, rien ne vous empêche de mettre ça en ligne, hein. N'hésitez pas. Ça, c'est l'autre classe où je vais avancer. Ça aussi. Timothée, elle est là? Ouais. Bah, c'est excellent, hein, comme travail. J'aime vraiment bien comment tu as transitionné les formes, comment une forme transitionne dans l'autre. Je vois que tu l'as mégé à la fin, c'est ça? Tu as fait un Dynamesh dessus? Je crois que tu as mis ton microphone, mais on t'entend pas. Ok, bah c'est pas grave. On va laisser un retour. Bah, si nous vous entendez, mettre peut-être un petit mot dans le channel. Comme ça, on sait que tu nous entends. Ou peut-être qu'elle est partie prendre. Ah, ok. Parfait. Ben voilà, tu as fait du beau travail là, hein. Tu as utilisé du Dynamesh à la fin pour souder tout. Si je mets le filaire, on saura tout de suite, hein. Oui. Ok. Et tu as probablement fait un Dynamesh, après retravailler un petit peu, sculpter un petit peu. C'est tout à fait bon comme démarche. Maintenant, comme tout le reste est tellement réussi et lisse, et c'est vraiment géométrique, cartoon comme forme, c'est les petits détails qui sont importants. Par exemple, là, tu as probablement eu un peu plus de mal à transitionner entre les joues et les yeux. Et en manipulant la surface, on va vite avoir des bosses. Il ne faut pas avoir peur de ça. On peut lisser ça par après, mais il ne faut pas oublier de le faire. Euh, le problème, c'est qu'une fois que c'est lissé, comme celui-ci, que c'est en Dynamesh, on va avoir plein de polygones de tailles différentes et c'est plus difficile à lisser à ce moment-là. Alors ça, c'est un petit peu aussi l'organisation du travail plutôt qu'autre chose. Mais c'est des petits détails à faire attention. Aussi, le fait que les deux oreilles se soudent au milieu, il faut les écarter un petit peu parce que ça casse un petit peu la silhouette. De derrière, ça passe encore, mais si vous les écartez d'un chouïa, euh, tu auras un résultat nickel. Et peut-être le corps un peu plus bas ou un peu plus long. Si je regarde Garfield, ça fait un moment, hein, que j'ai plus vu Garfield. Ah non, il a le corps plus petit que je ne croyais. Par contre, proportionnellement, ses pattes sont énormes, hein.
Si on regarde la patte, c'est à peu près la taille du corps, ou même plus. Et ça, tu as bien capté. Je crois que question proportion, on est juste, hein. Si tu t'es calé sur une image, tu l'as bien calé. Et si tu l'as fait visuellement, à l'œil, bah, c'est bien réussi. Ok, bah, ça c'est la meilleure méthode. Il dit j'ai mis une image à l'œil, bah, tu mets l'image à côté et comme ça t'oblige quelque part de calibrer en temps réel. Et ça entraîne l'œil. C'est un bon exercice. Je crois qu'on a fait. Alors, il reste celui de William. Vous avez toujours cette liberté, hein, de, de mettre ça à votre sauce. C'est OK au début de le faire en typo, c'est logique pour sauver du temps, mais par après, vous êtes libre à faire une petite mise en scène pour donner ça plus de... Mhm. Bah, le but de l'exercice, c'est accompli, mais quelque part, oui. Et d'un autre côté, je me disais, euh, je me dis, ici pour l'instant, on n'a que les sphères, sauf peut-être les mains où ça finit un peu en triangle. Et oui, et je me demande à l'original s'ils ont mélangé une deuxième forme dedans. Mais parfois, c'est très subtil, hein. Quand tu regardes, c'est vrai, c'est les rondeurs qui prennent le dessus, mais c'est les tout petits accents en triangle, tu vois, comme le dessus de la tête. Il y a un touffe de cheveux, ces tout petits ongles qui pourraient faire des dégâts s'ils voulaient. Aussi les baguettes, ça donne un... Parfois, c'est les accessoires qui aident à raconter la personnalité, hein. Et aussi les pointes des yeux. Tu vois, quand il a un regard un peu plus euh, offensif, ben là, le coin va finir en triangle. Et même le nez, hein, c'est un triangle arrondi. Alors, j'essaierai d'introduire ça ici. Et le tout, je crois que le tout doit être un peu plus serré. Dans le sens que euh, pour ce personnage-ci, comment les formes de base ont été transition, c'est une transition assez nette, tu vois. On voit encore le bord des sphères et les oreilles, surtout les oreilles, mais aussi les autres parties, hein. Quand on voit comment le corps ou la poitrine s'emboîte dans le ventre, c'est, c'est bien démarqué. Ici aussi, pour la poitrine et le corps, ça marche, mais par exemple, comment les jambes s'emboîtent dans le corps, ça peut être mieux soigné. Et tu as perdu un petit peu la rondeur quand on regarde autour, hein. Je crois que avec un peu plus d'effort, ça peut encore être mieux. Mhm. Oui. Euh, bah, le côté asymétrique, ça me gêne pas du tout, hein. Par exemple, ce bras-là, il est plus court que celui-ci. Ça donne un côté organique. Et tu peux en faire ton propre ours aussi, hein. Démarrer avec Kung Fu Panda et aller autre part avec. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ok. Et c'est silhouette 2. Ok.
Mhm. Ouais, ça donne bien. Est-ce qu'il a un nez normalement? Ah, Ah, c'est ok. Tout ça, c'est le nez. Moi, je cherchais le nez, le petit bout de nez. Euh, Ça reste intéressant de tous les côtés, sauf les deux oreilles. Tu vois comment ils se rejoignent là? Ça, c'est de... Et aussi parce qu'ils sont à peu près dans la même ligne que la tête. Ça, il faut en profiter, le fait que les oreilles bougent, de casser cette ligne et de faire un profil un peu plus intéressant. Par exemple, en mettant les oreilles vers le devant, en les écartant un petit peu, faire un V un peu plus large, tu vois. Mais oui, ça c'est parce que il est complètement droit, hein. Alors, si on regarde ça ensemble, vite fait, imaginons. Et si tu fais un autre personnage, tu peux le mettre à côté du premier, hein, plutôt que de l'écraser. Ok, ah bah voilà. Alors, par exemple, on fait un A, Adaptive Skin, je mets sur 0, et on va faire Make Adaptive. On va passer sur le Skin. Disons ça, c'est... Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je monte. Et j'ai introduit un petit peu la matière dans le sens que une fois que vous maîtrisez un petit peu les différentes méthodes, vous pouvez les mélanger aussi, hein. Par exemple, là, on va adoucir un peu. Juste le shift, le lissage. Mais quand tu fais shift, euh, ah, mais je suis dans 2020 là. Je dis l'interface, elle est différente. On va trouver une interface avec les icônes. Ah, ok. Je vais passer au 2021 tantôt. Mais par exemple, quand tu fais Shift, ça lisse, mais tu peux faire Shift et tout de suite lâcher le Shift et ça va essayer de garder la forme et lisser la topologie. C'est un petit brush secret caché. Et après, ici, j'utilisais l'autre méthode et je prends un Insert Mesh brush. Je prends le cylindre. Je ne peux pas avoir des sous-niveaux. De toute façon, ZBrush, il respecte toujours pour une chose ou l'autre. Je fais Shift pour qu'il s'allonge. W. Se mettre au milieu. Alt. Je scale. Je rotationne 90 degrés. Avec Shift, tu peux faire des multiplications de 22,5. Et soit vous le gardez exactement comme ça, ou soit, si vous voulez vraiment que ça soit soudé, vous pouvez faire... C'est quoi qu'il faut faire pour... c'est un Dynamesh. Voilà, pas trop haut. 64. Ouais, c'est une façon de souder. Mais si on veut vraiment voir ce joint net, il va falloir mettre une valeur plus haute et peut-être le simplifier par après. Alors ici, je vais faire en 3 étapes. Je regarde, je dis, ok, là c'est trop lisse, trop angulaire. Je vais rajouter une subdivision. Je vais déjà le séparer. Je cache.
Je fais un split. Voilà, maintenant j'ai mes deux formes. Je vais lisser celui-là. Encore une fois. Hop, c'est bon. Je passe à l'autre. Et ici, si je fais un divide, vous allez voir qu'il va perdre toute sa forme. Alors là, je vais faire un Dynamesh. Hop. 256. Voilà, ça c'est bon. Lisser un petit peu. Et après, je les rejoins. Merge. Je les mesh, un peu comme Photoshop. On ne peut pas faire un undo, alors il est averti. Si je regarde, j'ai maintenant les deux formes. Je vais faire CTRL-W pour en faire un groupe. Et je vais souder avec Dynamesh. 128, ça devrait être à 256 pour vraiment avoir une transition nette. Voilà, là c'est soudé maintenant. Mais vous dites, ah oui, j'aime bien la forme, mais maintenant j'ai beaucoup trop de polygones. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour réduire ça? C'est lequel? C'est le... Tous ces outils-là, ils se cachent sous géométrie. C'est Dreamweaver, oui, tout à fait. Alors, pas trop haut. Essayons déjà avec 1000 polygones. En lui laissant de la marge, en ayant coché Adapt. Comme ça, il peut y mettre un peu plus s'il en a envie. On croise les doigts. Après, on sait lesquelles valeurs sont bonnes hein, pour avoir un beau résultat. Mais maintenant, si vous regardez, qu'est-ce qu'on a perdu comme forme? Rien. Hein? Et on a une belle topologie et on est prêt pour continuer. Alors juste, je vous montre ça juste pour vous illustrer comment vous pouvez combiner les différentes méthodes en cours de route. Ben, il est beaucoup mieux hein, que ton premier. Peut-être juste changer les oreilles, si tu as le courage. Ok. Ok, si on a fait le tour, j'aimerais bien ouvrir pour des questions. Si vous avez des questions en cours de route de la semaine, où vous vous êtes dit, ah oui, ça j'ai pas compris, tu prends une petite note et chaque semaine, on va prendre le temps de répondre aux questions. S'il n'y en a pas, on continue. Ok. Oui. Oui, ce que tu peux faire, c'est sous des formations, il y a un outil, il y a plein d'outils, hein, mais tout ce qui est déformation, où on va, c'est un peu comme dans Maya, les deformers. Ben, ici, c'est exactement la même chose. Il y a toute une série de, de déformations, rotationner, changer l'échelle, déformer, aplatir. Bon, il y en a qui sont moins utiles que d'autres. Hein. Inflate, ça c'est très... Ça j'utilise souvent par contre. Et parfois inflate balloon, c'est comme un inflate, mais... Ouais, il faut utiliser des tout petits valeurs. Je crois que mon modèle est tout petit en fait. Hein. Je vais mettre le sol. Bah, celui qu'on cherche, c'est le miroir. Et vous allez voir, chaque fois sur le bouton, il y a en tout petit les axes qui correspondent. Par exemple, là, il va faire un miroir en X.
Mais si vous changez ça en Y, il va flipper ça en vertical. Et ici, on ne le voit pas parce qu'on était... Mais il va investir sur le Z. Et tu peux faire deux à la fois aussi, hein, si vous voulez faire X et Y en même temps, et Z. Voilà. Et peut-être, c'est peut-être un bon moment de vous montrer une fonctionnalité supplémentaire qui se cache quand on utilise le transformateur ou le gizmo. On a couvert toute cette fonctionnalité-là. On n'a pas vraiment regardé ici la petite roue tout à gauche. Ben, si on clique ça, vous allez voir que ici il y a toute une série de deformers plus complexes. Un peu comme dans Maya où vous pouvez faire des tapers ou déformer selon une courbe. Ben, c'est exactement la même chose. Par exemple, si on prend Bend Curve, vous allez voir qu'il y a toute une série de petites flèches sur les coins qui vont permettre à paramétrer l'outil. Alors là, par exemple, c'est adoucir. Là, c'est la résolution de la courbe. C'est le nombre de points sur la courbe. Je vais en mettre 4. Ici, ce petit cône-là, c'est comment il va mélanger. Ça, c'est l'axe. Je veux le faire sur la longueur. Voilà. Et chaque fois, vous étirez un petit peu et vous allez voir la valeur qui change. Il y a un petit chiffre qui monte. Et aussi visuellement, vous pouvez voir le changement. Et là, c'est symétrique. Si jamais vous voulez déformer des deux côtés sur la courbe. Voilà, là, ma courbe est en place. Et je peux maintenant déformer. Et c'est super puissant, hein. Et vous allez voir que sur les points, il y a aussi des petits cônes supplémentaires et vous pouvez tourner sur son propre axe la déformation. Ici, c'est le scale. Vous pouvez élargir. Et aplatir dans un axe. Alors, on va en couvrir quelques-uns aujourd'hui, mais le but quelque part, c'est que vous découvrez ça pour vous-même, ce que chaque deformer fait. Et comme toujours, il y a plus d'informations sur le Z Classroom. On va voir ce qu'il y a sur cet outil. Et n'oubliez pas non plus qu'il y a toujours une explication sur l'outil. Par exemple, là, c'est le Transpose. Voilà, c'est le Default Brush en mode Draw. On peut bouger, scaler et rotationner. Alors, Transpose Brush, c'est ce qu'on va mettre dans la recherche. Est-ce qu'il a repris là? Non, c'est pas ça qu'on veut. Pourquoi il fait pas le... Le Gizmo 3D. Voilà, ça c'est une introduction au Gizmo. Mais je crois pas.
Mais je crois pas que ce vidéo-là va couvrir le customize. Gizmo. Custom. Gizmo 3D template. Voilà, je crois que celui-là. Ah non, ça c'est pour faire son propre gizmo. Pour pas perdre de temps, je vais chercher le lien et je vous envoie comme ça. Ça vous permettra de découvrir sur votre propre temps les différents. Mais faisons-en un deuxième. Taper. Bon, celui-là est plus simple. Ils sont pas tous aussi complexes. Par exemple, ici, c'est juste une question de choisir l'axe. Et en positif ou en négatif, on peut faire un taper. Ici, c'est en X. Là, c'est en Z. Non, en Y. Et là, c'est en Z. Bon, avec cette forme, on voit un peu moins. Mais si je prends une cube, par exemple, W, puis accéder, taper, c'est un primitif. Quand il donne cet avertissement-là, suffit de faire un make un polymesh pour changer la forme d'une forme paramétrique à une forme polygonale. Voilà, maintenant il va me le permettre. Je prends le taper. Et là, ça va être plus clair, vous voyez. Et parfois, on peut déjà avoir beaucoup, presque gratuit. Hein. Voilà, c'est une vraie... il y a des vraies merveilles ici. Hein. Mais on va laisser là avec ces deux-là. S'il y en a où vous essayez et vous n'avez pas tout à fait compris, je vais vous envoyer le lien. Sinon, vous me demandez en classe ou vous dites oh, j'ai essayé celui-là, j'ai pas tout à fait compris et on peut passer dessus ensemble. Ok. Voilà, on a fait le tour. Juste pour compléter les méthodes, parce que jusqu'à maintenant, on a vu en premier coup comment utiliser Sculptris pour générer de la géométrie, comment utiliser les Z-sphères. Alors Sculptris, c'était... ça vous connaissez tous. Moi, je vais en profiter de passer au 2021 parce qu'il y a quand même des différences. Voilà. Je mets une forme de base, la sphère. J'aime bien cette sphère-là parce qu'elle est tellement simple. Ok, voilà, on connaît Sculptris pour générer de la géométrie. On a fait les Z-sphères, qui est une deuxième méthode. On a vu l'insert mesh, brush, pour ajouter et travailler avec des primitives.
Petite astuce, j'avais déjà montré ça, mais si vous voulez que ça s'emboîte, surtout avec, comme c'est des demi-formes, je vais l'emboîter un peu plus dans la profondeur. Et ça va toujours suivre le normal de la face sur laquelle on va le poser. Ça, c'était la troisième méthode. Maintenant, j'aimerais vous montrer une quatrième méthode dont vous êtes probablement plus familier, qui est le box modeling. Et c'est pas vraiment la force de ZBrush, mais il y a quand même pas mal d'outils pour le faire. Alors, par exemple, si j'initialise celui-là comme cube, toute la fonctionnalité polygonale pour générer une forme se trouve comme toujours dans un brush, et on peut y accéder avec B, Z, et vous allez voir, il y a un brush qui s'appelle Z-Modeler. Et cette façon de travailler, c'est identique à Maya ou beaucoup d'autres logiciels polygonales, avec quelques différences. Alors vous allez voir que quand vous glissez sur une forme, et comme astuce, ce que je vous demande, c'est plutôt que de juste de me regarder et d'écouter, c'est de prendre une cube et de l'essayer vous-même. Il y aura beaucoup plus de chances que vous vous en rappelez que si c'est seulement passif. Voilà. Alors maintenant, vous allez voir quand vous glissez dessus que ça va passer en mode sommet, en mode arête et en mode face, selon l'élément sur lequel on est ciblé. Ben, chaque fois qu'on a un élément sélectionné, par exemple on dit je veux travailler sur cette polygone-là, vous utilisez barre d'espace et en le gardant, vous allez trouver une menu plus ou moins vaste. Par exemple, pour tout ce qui est polygone, c'est assez vaste. Pour ce qui est arête, c'est un peu moins. Et pour les points, c'est encore moins. Alors, par exemple, pour les faces, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a 3 étapes à suivre. C'est-à-dire, ici, le premier cadre va spécifier toutes les actions qu'on peut faire. Par exemple, il y en a que vous reconnaissez sûrement comme le bevel, l'extrude, inset. Tout ça se trouve dans Maya aussi. Hein. Spin, le split aussi. Alors ça, c'est l'action. Le deuxième cadre va spécifier plus la sélection sur laquelle on veut appliquer l'action. Ça peut être un polygone simple, ça peut être tous les polygones, ça peut être un polygroupe, ça peut être un polyloop. Et par après, vous avez des paramètres en plus pour peaufiner l'outil, c'est-à-dire un petit peu comme les brushes où on peut changer l'intensité. Par exemple, si je prends le brush standard, et là je vais changer les paramètres du brush, ben, quand je suis en mode polygonal, c'est exactement la même chose. On peut paramétrer l'outil avec les commandes là. Alors en pratique, ça marche comment? Ben là, je suis en face, QMesh et un polygone. Ça veut dire que si je tire dessus, il va extruder un polygone. Même chose là, même chose là. Mais c'est pas un extrude normal, parce que ça, on peut utiliser aussi. Il y a l'extrude comme vous le connaissez. Le QMesh, il a comme particularité qu'il est... c'est une extrusion assistée, dans le sens que, par exemple, si je fais une extrusion là, vous allez voir que il va se souder. Il ne va pas seulement faire une extrude, mais il va aussi souder sur la surface en dessous. Même chose là. Vous voyez? Maintenant, si je veux le faire sur plus qu'une face, par exemple, ici, on voit que toutes ces faces-là, c'est un polygroup. On peut faire un QMesh, polygroup, all.
Et maintenant, il va faire une extrusion. Sur le groupe. Si je veux par exemple juste sur ce côté-là, je fais polygroup island. Ça veut dire qu'il va faire ce polygroupe jusqu'à ce qu'il arrive au bord de l'île, façon de parler. Alors ici, je vois qu'il y a un petit intrus. Si je l'essaye maintenant, vous allez voir qu'il va continuer parce qu'il y a une face qui a la même couleur que celui-ci. Alors pour éviter ça, je vais assigner ce polygone-là à un autre groupe. Ça fait, je fais face, je clique espace, je vais faire polygroup, un poly. Je vais aller chercher celui-là et je mets ce polygroup sur toutes les faces que je veux isoler. Et maintenant, si je fais par espace, de nouveau QMesh, polygroup island, et je fais une extrusion dessus, il doit y avoir une différence de couleur entre ces quatre-là. Alors je fais polygroup, single poly. Je fais Alt pour choisir ma couleur, tout en gardant le bouton du souris enfoncé. Voilà, je vais choisir vert. C'est assez intuitif. Hein. Au début, ça semble complexe, le menu, mais une fois qu'on comprend la logique entre les commandes, la sélection, ça devient vite intuitif. Alors, QMesh de nouveau, Polygroup Island. Et là, vous allez voir, il a repris tout. Une fois que vous avez une extrusion et vous voulez faire exactement la même extrusion, vous pouvez cliquer dessus, il va répéter l'action. Alors, quelques autres commandes. Par exemple, imaginons on veut faire un petit bevel sur tout le bord ici. On va se mettre en Edge, barre d'espace, bevel, et il va proposer un bevel du Edge Loop complet, d'une partie ou d'un poly loop. Ici, on va prendre celui de default, l'Edge Loop complet. Et là, c'est la direction dans laquelle on voit qu'il va décider quel loop va être pris. Parfois, il faut choisir le bon edge. Par exemple, là, je tire vers le bas. À ce moment-là, je sais que le bevel va être dans la direction de cette groupe-là. On peut faire la même chose sur celui-ci. Partial, c'est, par exemple, ça vous avez vu déjà peut-être en première, je ne suis pas tout à fait sûr, mais par exemple, si je prends cette edge loop-là, je vais la masquer, comme ça vous la voyez. Masquer, edge, il va faire juste un simple edge. Vous allez voir qu'il masque que le edge. Si je fais masquer edge loop complet, il va masquer tout autour. Maintenant, si je fais masquer edge loop partiel, il va masquer, mais là où il va trouver un polygone qui n'est pas un quad, il va s'arrêter. Ici, c'est tous des quads. Mais si par exemple, j'essaye sur celui-ci, vous allez voir qu'il masque tout, mais il s'arrête ici. Parce que là, plutôt que d'avoir 4 arêtes qui se rejoignent, il y a un cinquième qui s'y rajoute.
Ça veut dire que le masquage va s'arrêter là. Et Polyloop, c'est plus pour masquer tout un loop de face plutôt qu'un loop de arête. Ça, c'est vraiment, vraiment les bases. Hein. Là, de nouveau, on n'a pas vraiment de temps pour couvrir ça, mais je voulais quand même vous le montrer pour ceux qui aiment vraiment bien la modélisation polygonale pour générer la première forme. Bah, vous pouvez utiliser ZModeler pour avoir votre forme de base et après vous pouvez sculpter là-dessus. Et là, sur cette Classroom, il y a vraiment pas seulement quelques vidéos qui expliquent, mais je crois qu'il y a carrément une vidéo pour chaque option. Oui, par exemple, si tu fais un personnage et tu veux qu'il ait une épée ou un accessoire qui est en hard surface, plutôt que d'aller vers Maya, tu peux faire la première forme dans ZBrush. Et c'est toujours un avantage que vous pouvez rester dans le même outil, surtout quand vous faites du conceptuel. Par exemple, là, vous allez voir que Curve Bevel, Point Split, Edge Insert, Polybridge. C'est vraiment chaque commande, il y a un petit vidéo qui vous montre toute la fonctionnalité. C'est vraiment super complet. Et c'est tout court. Hein? Et le but, c'est pas d'aller visiter l'un après l'autre. C'est en travaillant, quoi. On essaye de faire quelque chose. On dit, je vais essayer de faire un inset, par exemple. Je démasque tout. Inset. Un polygone simple. Ben voilà, c'est clair. Un polygroup. Ah oui, bah, ça c'est l'avantage dans le sens que quand on utilise le ZModeler, c'est un brush comme tous les autres. Ça veut dire on peut les mélanger. Alors rien n'empêche de maintenant passer à mon Move Brush et je fais avec ce que je veux, quoi. On peut sculpter la forme de base. Alors dans ZBrush, c'est important de comprendre qu'on n'est jamais coincé dans un outil. On peut utiliser différentes brushes tout le temps et on peut aussi mélanger différentes méthodes de travail. Par exemple, Sculptris, Z-Sphere, Dynamesh. Ah oui, alors j'allais dire, là j'ai fait un inset. Si vous arrivez, par exemple, je retourne à mon brush polygonal, on faisait inset. Si vous arrivez à un moment où vous dites, bah là, l'inset, qu'est-ce que ça veut dire Equid Start, Standard et Legacy? Ben voilà, on va aller voir l'outil. À ce moment-là, c'est un bon moment d'aller voir le inset. Et là, je le cherche, mais je peux aussi utiliser le search. Face inset. Ici, je prends juste inset. Inset poly, voilà. Voilà, il y a un petit vidéo dessus. Alors, si jamais tu es coincé, si tu aimes bien modéliser polygonal, je vous suggère de jouer avec le ZModeler Brush. Et si jamais vous êtes coincé, vous cherchez le nom de la commande, vous le mettez dans cette Classroom et il y aura une explication supplémentaire. Et comme ça, on a couvert toutes les méthodes qu'on peut générer de la géométrie. Sculptris, ZSphere,
forme géométrique, Z-Modeler. Il y a le dernier Base Mesh, ça c'est quand on amène une forme de base de l'extérieur et on utilise ça pour démarrer le modèle. Je vais vous montrer ça dans un des cours suivants. Comme ça, vous avez un survol de toutes les méthodes. Comment démarrer une forme ou un personnage dans notre cas. Je garde un peu le temps. 10 ou moins 10. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir ou en général? Ouais? Ok. Mais je crois qu'ici maintenant, on a au menu des options pour chacun. Si vous aimez bien juste jouer avec la matière, utilisez Sculptrice. Si vous aimez bien polygonal, démarrez avec les outils polygonal. Si vous aimez bien les sphères parce que vous avez une squelette que vous pouvez mettre en une pose, utilisez ça. Et toujours avoir en tête que vous aurez l'option par après de les mélanger, les méthodes. Vous n'êtes jamais coincé dans qu'une méthode. Ça veut dire que pour la semaine prochaine, cette semaine-ci, on boucle la silhouette. Vous avez jusqu'à la leçon, à la semaine prochaine pour finir l'exercice des formes géométriques. Le workflow, on a passé un peu dessus tantôt. On vient juste de faire un petit tour du workflow, mais on va y retourner plusieurs fois tout au long des autres cours. Ça veut dire que maintenant, on va passer à l'exercice head. Et l'exercice, ça va être de faire une caricature. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va faire un visage et on va utiliser les principes qu'on a déjà vus dans les leçons précédentes pour démarrer. C'est-à-dire, pour l'exercice, on va simplifier un petit peu dans le sens que plutôt que de faire un visage hyper réaliste, on va plutôt faire une caricature. Ce qui va nous... Oui, c'est parce que ça va... c'est tentant de faire un visage réaliste, mais c'est mieux de commencer avec une version simplifiée. C'est pour ça qu'on va plutôt faire une caricature d'abord. Comme ça va nous obliger à simplifier et à styliser, faire des choix plus nets. Ok. Alors, mais tout en utilisant les principes qu'on connaît déjà. Par exemple, les formes géométriques, ben, ça va intervenir pour cet exercice-ci aussi. Par exemple, si on regarde, tout ceci sont des exemples en 2D, mais le même principe va jouer dans la 3D. Si on regarde par exemple ces caricatures-ci, ils sont tous partis d'une forme de base géométrique. Par exemple, dans ce cas-ci, ça peut être un carré ou une sorte d'ovale, ovale cacahuète, ou une ovale simple, ou une primitive plus triangulaire, ou la forme sablier. Et par exemple, ici, c'est intéressant parce que c'est pas seulement la tête, mais c'est aussi son accessoire, le chapeau, qui va montrer la même forme géométrique. Et ensemble, ils vont former une sorte de sablier pour toute la buste. Alors, quand vous allez faire une caricature, il faut en profiter aussi d'utiliser les cheveux ou les accessoires pour augmenter et styliser la forme. Même chose ici. Ce sont tous des caricatures. Ils ont tous en commun que certains éléments ont été exagérés. Par exemple, si on regarde en horizontal ici,
c'est la taille du chapeau qui change et la taille de la moustache. C'est un peu le principe des proportions qu'on va voir dans un cours qui va suivre. Même chose ici, mais là on a plutôt choisi un triangle comme forme de base pour la tête. Et même chose en bas, où on a les mêmes éléments qui jouent, mais avec la différence qu'on a trouvé ou qu'on a choisi une forme rectangulaire comme forme de base pour la tête. Ça se joue dans les têtes humaines, mais aussi dans les autres créatures, on va retrouver les mêmes principes. Alors, démarrer une caricature, le premier choix qu'on va faire, c'est quoi les formes, la forme géométrique de base. Là aussi, on peut utiliser les formes géométriques et la méthode qu'on vient de voir pour l'exercice précédent et utiliser ça pour mettre en place le point de départ, c'est-à-dire les formes primaires. Ou c'est un block-out, mais dans ce cas-ci, juste pour le visage. Même là, vous allez voir l'économie du nombre de formes. Hein. C'est-à-dire, on va essayer avec une dizaine de formes géométriques d'arriver déjà à suggérer la personne qu'on essaie de caricaturiser. Les proportions sont très importantes. On va voir ça en plus de détails dans un autre cours. Mais ici, pour la tête, c'est important qu'on comprend comment on va exagérer. Alors ici, je vous ai mis 2 vidéos d'introduction et ça vient d'un site qui s'appelle Proko. Ils ont toute une série de vidéos en ligne. Beaucoup des vidéos sont des vidéos gratuites. Et ils ont toute une série sur la caricature. Il y a aussi des cours, des vidéos payants, mais pour nous, avec les vidéos de base ou les vidéos gratuites, ça va nous aider à démarrer. Et le premier vidéo, comme j'ai dit la semaine dernière, n'essayez pas de télécharger les vidéos tous au même temps de mon site. Allez, de mon OneDrive. Alors je vais plutôt le mettre sur YouTube. Alors Caricature 101. Proko. On va le prendre à partir de là.
Bon, si vous essayez de suivre en temps réel comme moi, c'est j'ai commencé au 3e minute et la vidéo c'est Caricature 101, How to Exaggerate. Alors en classe c'est plus facile à montrer, mais ici il faut qu'on se synchronise. Alors essayez de trouver le vidéo. Minute 3. Alors le règle simple c'est que pour faire une caricature, il va falloir choisir et savoir quel élément exagérer. Alors, on ne va pas exagérer les traits qu'une personne a en commun avec tous les autres humains. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'exagérer les éléments qui vont diverger du visage générique. Par exemple, le nez moyen, l'oreille moyen, l'œil moyen, la bouche moyen. Et avec tous ces moyens-là, on peut presque faire un modèle robot ou un base mesh, ça s'appelle. Et avec ce base mesh-là, on va utiliser ça comme référence. Alors, une fois qu'on a la tête générique, on va mettre une photo ou un dessin qu'on a fait de quelqu'un à côté et on va aller chercher ce que sont les différences. Qu'est-ce qui est différent à ce visage-là où il va diverger de la norme ou du normal, entre guillemets bien sûr. Par exemple, là, s'il faut définir, euh, c'est un acteur que vous connaissez peut-être, Gene Wilder, joué surtout dans des comédies. S'il y a des éléments dans son visage où vous dites, ah oui, ça c'est différent que la norme. Qu'est-ce que vous en sort? Ouais, et quelle partie du nez? Dans quel sens? Plus aigu, plus long, plus large, plus pointu. Ouais, je suis d'accord. Euh, le nez, c'est vraiment un des éléments que j'exagérais. Mais il y a d'autres éléments, hein. Par exemple, ouais, les joues. Les joues qui sont... Comment est-ce qu'ils se diffèrent du normal, disons? Parce que c'est important d'analyser, d'identifier, mais aussi savoir pourquoi. Parce que si on sait ce qui est différent et pourquoi, on peut prendre ça et l'élargir et l'exagérer. Par exemple, les joues, je trouve les joues qui sont assez ronds. Il a un côté un petit peu clown avec les joues gonflées. Ça, c'est exagéré aussi. Mais quelque chose qui est peut-être moins évident, c'est les cheveux. Parce qu'on a tendance de regarder que le visage. Il y a aussi sa coiffure qui est, je dirais, un petit peu décoiffée ou un petit peu fou. Alors voyons ce que eux ils ont identifié comme différence. Voilà, là ils ont fait un premier dessin. Et qu'est-ce qu'ils ont exagéré? Ben, comme on a dit, la taille du nez, aussi la taille et la rondeur des yeux, le, les cheveux, qu'ils ont encore donné un côté plus, plus ludique et plus euh, distrait que l'original. Et aussi la taille du menton qui est devenu tout petit.
Voilà, ça c'est vraiment la théorie. Voilà, c'est peut-être souligner ce qui est évident, mais ça vaut la peine de le voir simplifié vraiment au principe, en disant, bon voilà, le carré 1, 1, c'est la norme. Qu'est-ce qui est différent de B à 1? Ben, c'est le fait qu'il est plus haut. Ben, c'est cette hauteur de forme qu'on va exagérer dans la caricature. Mhm. Ouais, bah oui, c'est parce que quand, tout à fait, c'est parce que quand on parle de la norme, en général, c'est la norme qu'on connaît dans une culture caucasienne, disons. Ben, on va être très familier avec ces normes parce qu'on a vu tellement de visages autour de nous qui correspondent à ce normal. Maintenant, si on va sortir de cette zone de confort quelque part et aller aux rencontres d'un nor- un- d'un normal qui est différent, par exemple un visage d'une autre culture ou d'une autre ethnicité, ben, la norme va être différente. Et c'est là qu'il va falloir être euh, de bien observer, d'aller faire de la recherche, par exemple la tête, une tête africaine, elle va être différente d'une tête euh, bulgare, par exemple. Euh, et c'est là qu'il va falloir faire une petite recherche. C'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Alors, quand on va faire de l'imaginaire, on va toujours aller d'abord se référencier à la réalité pour en sortir ces caractéristiques qu'on connaît moins bien. Voilà, ça c'est un petit peu la faille de la caricature, c'est que pour faire une belle caricature, euh, il faut toujours retourner à la source. Parce qu'on pourrait prendre, il y a une vidéo là-dessus que j'ai mis à côté, comment faire une caricature d'une caricature, et on pourrait se baser sur une caricature qui existe déjà, que quelqu'un a fait, et encore l'exagérer. Mais quelque part, si on fait ça, on saute cet petit exercice où on va retourner à la source, c'est-à-dire une photo ou une vraie personne devant soi, quelqu'un qu'on connaît, et où on va devoir faire nous-mêmes l'observation. Et ça, c'est toujours bien d'aller vers la source. Sinon, on va plutôt tomber dans des stéréotypes, c'est-à-dire des définitions que quelqu'un d'autre a fait pour nous, et on a perdu une opportunité là. Ah oui, il y a toujours, toujours une subjectivité qui va rentrer là-dedans, hein, c'est inévitable, hein. Mais si on en est conscient, c'est déjà une bonne chose. Si par exemple, on fait
on fait une caricature de quelqu'un d'une ethnicité indienne, c'est trop facile de mettre des plumes sur la tête, tu vois, ou de faire la peau en rouge. Il faut essayer de trouver, d'aller à la source, de bien observer et d'en sortir des conclusions à nous qui sont, qui sont relatives à notre temps aussi. Et je crois que le défi en est là, hein. Même par exemple, imaginons vous prenez quelqu'un que vous connaissez, un ami ou un membre de famille, vous dites, oh, j'ai envie de faire son caricature à lui. Ben, quelque part, on va y rajouter plein d'autres éléments, hein. Le fait qu'on le connaît, le fait qu'il y a des comportements ou des petites anecdotes qu'on se rappelle, qu'on va essayer d'intégrer dans la caricature. Ben, pour moi, ça rend l'exercice plus riche. Et vous allez voir que quand quelqu'un, par exemple, s'il y a un politicien qui vient d'être élu, les premières caricatures vont pas être super réussies, mais c'est si quelqu'un arrive à faire une caricature qui est réussie, c'est comme un clé qu'il tourne, pas seulement pour lui, mais aussi pour d'autres gens qui font des caricatures. Parce qu'ils vont dire, ah oui, ça c'est bien vu. Ils vont reprendre cette observation. Je jette un coup d'œil sur le temps parce que je vois qu'il nous reste qu'une petite dizaine de minutes. Si jamais on n'arrive pas à couvrir toute la matière ce cours-ci, je vais pour le groupe suivant enregistrer et essayer de compléter s'il y a quelque chose qui manque. Mais normalement, j'y arriverai à vous donner les bases et aussi les consignes pour l'exercice. Je vais déjà accélérer le... Par exemple là, ah bah, je suis un peu trop tard, mais qu'est-ce qui est typique pour son visage que vous vous dites, ah bah là, ça je vais exagérer, hein, c'est clair. Ouais, voilà, déjà la forme de base. La première décision, c'est la forme de base. Bah, ici, ça va être clair. Ça va être sphère ou même forme poire, un peu plus élargie vers le bas. Le fait qu'il a un double menton, faut être honnête. Mais il y a une différence entre être honnête et cruel, hein. C'est à toi de voir où est la limite, hein. Voilà, par exemple, là, on voit les deux côte à côte. Et c'est intéressant de voir le, pas seulement que le nez est devenu plus petit, mais tout le visage a été retréci quelque part pour euh, se former autour du nez. C'est comme si le nez est devenu l'encre des autres éléments et ça a retréci tout le visage vers le haut de la forme de base. Voilà, là c'est réussi aussi, hein. Par exemple, les observations qui ont été faites et exagérées, ici c'est bon, les yeux, comme il a déjà dit, le fait qu'ils ont un petit angle diagonal. Mais vous voyez d'autres observations? Ouais, tout à fait. Le fait qu'il a un petit côté intello où ils ont exagéré le haut de la tête, le front. Ouais. Ouais, pas seulement la taille qui a été élargie, mais aussi la forme un peu triangulaire, un peu en question, surtout sur l'œil droit. Moi, je trouve aussi la taille euh, les, allez, comment on dit ça, la partie au-dessus de l'œil qui est assez lourd, qui va presque dépasser l'œil même. Ça rajoute aussi. Et la forme principale, hein, le fait que c'est un triangle inversé,
Ça a été vraiment souligné. Et le menton qui est un peu en crochet. Bon, là, c'est moins réussi. On voit qu'ici, ça a été plus déformé. Je dirais ça, c'est fait en Photoshop avec l'outil Liquify, qui est par contre un outil excellent pour faire un premier passage. Voilà. Et ça, c'est un peu inévitable pour pouvoir voir la différence. Il faut avoir une connaissance basique des proportions normales de la tête. Alors ici, il y a quelques, quelques aides mémoire. Voilà, par exemple, on va diviser la tête en trois et c'est le nez qui va être utilisé comme référence. Alors, un nez pour le front, le nez pour le nez et le nez pour le menton. Alors, on va utiliser ce tiers-là pour trouver la norme. Là aussi, vous avez vu dans le menton, le tiers va être divisé en trois selon la hauteur des lèvres. La largeur de la tête, là, on va plutôt utiliser l'œil, où on aura les deux yeux, et la séparation entre les yeux, ça va être à peu près la même largeur d'un œil. Voilà, c'est un peu le conseil à ta question tantôt, c'est prendre une photo d'une autre ethnicité et de, de- de tracer des lignes dessus et chercher ces proportions du normal. Voilà, celui-là est très réussi, hein. Et ça mène un petit peu au deuxième vidéo. J'en ai rajouté un deuxième euh, qui s'appelle Caricature d'une caricature. On n'a pas le temps de regarder ensemble en classe, mais c'est une belle vidéo parce que il va repasser dessus euh, une deuxième fois pour encore pousser plus loin la caricature. Je vais vous mettre les liens dans le chat aussi. Je vous montre juste vite les résultats. Par exemple, ça c'est le premier. Euh, Essayons de trouver la photo. Ça c'était la photo d'origine, qui est déjà caricature en soi. Après, il en fait un dessin où il va faire une première stylisation et une première caricature en exagérant la photo. Et après, il va oublier la photo et prendre la caricature comme référence et faire une deuxième passage. Et là, vous allez voir, il va vraiment pousser à l'extrême. Mais les mêmes observations. Par exemple, le fait que les yeux sont petits, le nez est long, le menton est tout petit, le crâne devient... ça devient presque une ampoule, hein. Et en 3D, on est vraiment bien placé parce que une fois qu'on a la forme de base en place, on peut toujours faire un passage où on dit, ah bon, là je vais prendre mon modèle et je vais le pousser beaucoup plus loin.
Et avec un move brush très grand, on peut vraiment aller à l'extrême. Voilà, je passe jusqu'au résultat final. Bon, il a été trop loin. Je trouve ça moins réussi comme ça devient presque abstrait hein, ici à droite. Alors il y aura un moment où on va trop loin, où on va casser la ressemblance à la personne de départ. Alors, la tâche, ça consiste de quoi? Ah oui, j'ai aussi mis un dossier avec des exemples. De caricature 3D. Alors, je suggère de s'arrêter à un buste. C'est vraiment le but de se concentrer sur la tête parce que notre regard va aller surtout vers la tête quand on découvre un personnage. Mais rien ne vous empêche de rajouter des petits accessoires. Par exemple, ici, une suggestion de vêtements ou un accessoire comme les lunettes ou même rajouter une pose, le regard qui est un peu décalé ou ici, dans ce cas-ci, même en rajoutant un bras. Ici, c'est une caricature photo. Et si je monte ça, desktop, et je crois que j'ai Photoshop ouvert. C'est le fameux Liquify Tool. Je crois que c'est dans les filtres. Voilà, le Liquify Tool, c'est excellent pour... Oui, hein? C'est... Avant, ça faisait partie de mon cours, mais comme pas tout le monde aimait faire du 2D ou faire du dessin, ça tombait un petit peu. Mais si vous utilisez une photo, c'est vraiment une excellente... Bon, là, on le reconnaît moins, c'était mieux avant. Mais vous pouvez utiliser ça pour faire un premier jet quelque part. Et après, vous mettez ça comme on a vu, comme image plane au fond, pour se baser dessus. Il y a quelques autres outils. Hein. Et je crois que il y avait un vidéo Liquify. J'ai fait un très bon vidéo là-dessus. Mais si vous regardez sur Google, vous allez voir qu'il y en a plein qui utilisent pour prendre une photo et faire une première déformation ou une première stylisation. Euh, Ça, c'est bien réussi, je trouve. Hein. Tu prends ça comme référence, la moitié ou la plupart, la majorité du travail est déjà fait. Hein. Après, c'est juste un exercice de sculpter. Alors, si vous aimez bien Photoshop ou le 2D, vous pouvez passer par le dessin d'abord. Ou si vous dites non, j'aime bien travailler tout de suite en 3D, on peut tout autant le faire en 3D. Là, c'est plus 2D. Si vous utilisez une caricature, bon, mon conseil, c'est de prendre une photo, pas déformée comme base, et pas une caricature qui a déjà fait, juste pour vous obliger à faire cette première observation vous-même.
Celui-là est bien fait. Alors, ça peut être possible de rajouter une partie du corps, hein, si ça aide à identifier qui c'est, ou une situation spécifique. Par exemple, si vous avez envie de mettre un drapeau derrière, c'est tout pour raconter l'histoire est permis. Là aussi, les lunettes rajoutent beaucoup. Et même le cravate, ça aide à le placer. Je peux réussir celui-ci aussi. Hein. Un peu plus ancien, Lino Ventura. Là, c'est plus le lentille qui a déformé, mais ça aussi, ça peut être un point de départ. Vous pouvez faire un mélange, hein, faire un Picasso poisson, par exemple, et de faire ça à votre sauce. Je dois me dépêcher là, mais on va juste visiter la tâche à faire. Alors, le but, c'est de faire une caricature 3D, trouver une référence, soit un dessin que quelqu'un a fait ou une photo. Alors, pour la méthode, tu peux créer une forme basée sur la méthode qu'on a vue avec les formes géométriques. Je dirais, ça, c'est la meilleure méthode, selon moi. Si vous dites, non, non, j'adore Sculptrice, ben, vous pouvez utiliser Sculptrice aussi. Mais ma suggestion, c'est d'utiliser la méthode de la semaine dernière et d'utiliser les formes géométriques pour créer la première version. Jouer sur les proportions, pas oublier d'exagérer. Si vous trouvez que ça marche très bien, tant mieux. Allez avec cet élan-là. Si vous dites, oh, j'y arrive pas, je trouve pas où commencer, à ce moment-là, je dirais, laisse tomber la version que tu as fait, essaye une autre, ou change carrément d'inspiration et de trouver quelque chose qui est plus facile à faire pour vous. Sculpter. Couleur, vous pouvez rajouter. Pour la couleur, avec les quelques minutes qui restent, je peux vous montrer si je prends. Bon, c'est pas une caricature, mais prenons quand même cette tête-là. Si vous voulez rajouter de la couleur, la seule chose qu'il faut faire, c'est prendre le brush standard et plutôt que d'utiliser les Z qu'on utilise pour sculpter, on va décocher le Z et mettre le RGB. Alors, première chose à faire, c'est je vais remplir tout avec la couleur de base. Peut-être une couleur peau avec Color Fill Object. Il va remplir toute la forme. Et maintenant, je peux peindre dessus avec les couleurs choisies. La symétrie marche aussi, comme vous voyez. Alors, vous pouvez... oui, c'est juste quand vous arrivez dans Sketchfab, il va falloir... est-ce que je suis encore sûr? Bon, je vais prendre celui-là, ça n'a pas trop d'importance. Je fais Edit 3D Setting et il faut vérifier que dans les matériaux, il faut cocher
Il y a une option qui vous permet de... Normalement, il fait ça par default. Il faut mettre la couleur vertex parce que la couleur va être transmise par les sommets, elle est par le vertex et pas par une map texture. Euh, je ne le trouve pas là tout de suite. Mais c'est important à comprendre que la couleur, elle va être gérée par les sommets, c'est-à-dire chaque petit vertex va avoir une information couleur. Ça veut dire si votre modèle est vraiment résolution basse, et j'essaye de mettre en couleur ici, vous allez voir que je ne saurais pas mettre du détail parce qu'il n'y a pas assez de sommets. Alors quand vous passez à l'étape couleur, subdivisez quelques fois et ça va vous permettre d'avoir une information couleur importante ou détaillée. Et à l'exportation, si jamais vous avez un problème, on va le résoudre le cours prochain. Mais normalement, si vous amenez le modèle en FBX, il va prendre le couleur avec. S'il y a un problème, on le résoudra. Mais normalement, ça se passera bien. Et je crois que c'est tout. Alors, comme toujours, vous aurez 2 semaines. Une semaine pour faire un premier jet. Et on va avoir un retour la semaine prochaine. Et après, encore une semaine pour le finaliser. Et prenez quelque chose qui vous inspire. Hein? Un acteur ou un comédien que vous aimez bien. Ou un ami. Ou quelqu'un d'école. Je sais pas. Un prof, tu peux faire. Mais là, tu risques. Hein? Faut que ça soit réussi alors. Ok. Ben, s'il n'y a pas de questions, on se revoit la semaine prochaine. Et si jamais il y a quelque chose de vraiment urgent, vous pouvez le mettre sur le Discord et normalement je vais y répondre. Peut-être pas tout de suite, mais dans la même journée, vous aurez une réponse. Mhm. Oui, c'est un, c'est un Wacom que vous avez acheté? Ah oui, 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 bah c'est ce que j'ai. Normalement, si tu tapes Tu vois, tu vois cette fenêtre quand elle démarre? Oui, ici, il y a une option qu'il faut parfois désactiver. Ça dépend. Mais il faut faire attention parce que sur certains ordinateurs, pour que cette option prenne, euh, elle devient active, il faut faire un login et un logout ou même un redémarrage. euh, Parce que la différence, c'est que le pen, il est soit géré par les drivers Windows, c'est ce qui arrive quand on coche, ou soit il est piloté par les drivers Huion quand on décoche. Alors ça peut faire une grande différence. Et si ça ne marche pas mais si ton curseur ne déplace pas du tout, ça c'est déjà... Pour moi, ça suggère un autre problème. Hein. Par exemple, quand vous bougez, là je prends mon stylet. Bon, je vais déjà dire au revoir aux autres élèves, ceux qui veulent quitter. S'il y a des questions sur les tâches à faire, n'hésitez pas de le mettre sur Discord. D'accord? Ok. De rien. Bon boulot. Alors normalement, il faut voir bouger le curseur quand vous bougez le stylet. Là, je bouge le stylet.
Ouais, ça c'est déjà un problème. Est-ce que tu as plus qu'un écran? Ok, parfois quand il y a deux écrans, il va suivre le curseur sur votre autre écran. C'est pas ça le problème non plus. Je crois qu'il faut bon, jouer avec cette option-là. Et si ça ne résout pas le problème, redémarrer. Et si ça ne résout pas le problème, peut-être réinstaller les drivers de Huion et aller chercher. Mhm. Ça peut être un problème hardware aussi, hein. C'est peut-être possible qu'il y a... bon, je te passerai mon stylet, mais ça va pas fonctionner. Ça peut être par exemple le stylet qui est foireux. C'est possible. Mhm. Mais le fait que le curseur bouge, qu'il y a un problème de pression, ça arrive souvent. Le fait que ton curseur ne bouge pas du tout et que tu ne le vois pas sur un autre écran, ça c'est pas normal. Mais ce que je suggère, c'est, bon, j'ai un autre coup qui va démarrer, il faut que je passe à ça, mais peut-être le temps de midi ou quand c'est moins, que j'ai moins de choses à faire, on peut se mettre en ligne et voir si on peut peut-être dépister en ligne ce qui est le problème. Oui. Mais on se contacte sur Discord et on regardera ça. Ouais. Ok. De rien. Bonne journée.